au nord des pasteurs blancs, les proto-berbères, et au sud des pasteurs noirs, des proto-peuls. Les pasteurs, c'était pas des protestants. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bienvenue. Le livre est une arme. Nous sommes à la chronique 96 déjà. Et nous allons parler du livre de Bernard Lugan qui s'intitule... alors c'est un hasard, hein, je suis tombé sur ce livre, je l'ai acheté. Je l'ai lu très rapidement. En fait, j'ai acheté 2 livres de Lugan. Je voulais faire la chronique de Nous savions vivre au temps des colonies. Je crois que c'était ça le titre. C'est un livre que j'ai lu en 1 heure, qui se lit comme un roman. C'est très drôle. Mais il n'y a pas vraiment de concept. Il n'y a pas vraiment de... Ça décrit, comment je pourrais dire, ça décrit une mentalité et une façon de vivre de manière générale en Afrique. En suivant le destin d'un certain Henri, j'ai oublié le nom, je crois que peut-être que c'est même autobiographique. Je n'ai pas vérifié, pardonnez-moi. Et puis finalement, j'ai décidé de faire la chronique de ce 2e livre, quand les Africains colonisaient l'Afrique, parce qu'il est riche et parce que surtout, il va à l'encontre du récit de tout ce qu'on nous dit à l'école depuis tant d'années, et j'adore ce genre de livres qui remettent l'histoire à sa place, comme on dit. Ouais, parce que ce qu'on nous enseigne, d'accord, c'est que on nous enseigne que la colonisation de l'Afrique a commencé au moment du congrès de Berlin, au moment des explorations européennes, au moment des traités inégaux et de la méchanceté des Blancs. Le récit est très bien rodé, vraiment. Alors, on présente ça sous un choc brutal, une Afrique idyllique, et hop, d'un coup, les Blancs arrivent et le malheur s'installe. Sauf que c'est pas du tout ça. Mais alors, pas du tout ça. Ok ? On a totalement occulté des conquêtes, des colonisations, des esclavages, totalement. Les djihad peuls, les razzias zanzibarites, les empires esclavagistes, tout ça, ça a été totalement oublié. Des Noirs qui ont vendu d'autres Noirs. Bref, c'est... Et donc, en fait, Lugan pose une question. Il met ses sur la table. Parce qu'en fait, il faut en avoir de sacrées grosses pour poser cette question à l'heure actuelle. C'est, est-ce que l'arrivée des Européens n'a-t-elle pas été plutôt une libération ? Ouais. D'ailleurs, l'écrivain français Pierre Gripari, j'ai retrouvé cette citation et je me suis dit, il faut que je la mette, avait dit avec une ironie cruelle, « Les peuples colonisés ne pouvaient plus supporter les Européens. Le malheur, c'est qu'ils peuvent encore moins se supporter eux-mêmes. » Voilà, allez, Jean-Pierre Mariel. J'ai marché en pensant à la France. La pauvre. Essentiel, nous voilà, et commençons par ce qui est le plus ancien, et commençons par le Sahara, avec ce que l'on pourrait appeler le premier grand remplacement. Alors le Sahara n'a pas toujours été un désert en fait. Il y a environ 6 à 8 000 ans, c'était une steppe herbeuse où on avait 2 mondes qui cohabitaient. Au nord des pasteurs blancs, les proto-berbères, et au sud des pasteurs noirs, des proto-peuls. Les pasteurs, c'était pas des protestants. Vous avez compris. La frontière entre eux était aussi nette qu'une ligne tracée au couteau. Vraiment, au nord les blancs, au sud les noirs. Et puis le climat s'est durci en fait. La sécheresse a poussé les proto-berbères vers le sud, et ils ont colonisé tout le reste. Le Tassili, le Hogar et les proto-peuls ont donc été refoulés, chassés. L'art rupestre d'ailleurs raconte ce basculement. En fait, on avait des figures négroïdes qui ont disparu des parois et qui ont été remplacées par des figures europoïdes, si on peut dire. Européides, je pense qu'on dit. Quelque chose comme ça. Donc c'est ainsi qu'a eu lieu le premier grand remplacement africain. C'est drôle, parce que c'est vraiment des blancs qui ont chassé des noirs. Et c'est pas le dernier, c'est loin d'être le dernier. Parce qu'en plus, par la suite, on a les proto-peuls qui ont été refoulés vers le Sahel. Alors eux, ils ont ouvert la voie à une colonisation pastorale qui s'étend de l'Atlantique jusqu'à l'océan Indien. Entre 200 et 1000 avant Jésus-Christ, une nouvelle vague a déferlé. Ça, c'est l'expansion bantouphone. C'est des peuples qui sont partis des hauts plateaux du Nigeria et qui ont conquis toute l'Afrique du Sud, du Sahara, l'Afrique du Sud du Sahara, pardon, remplaçant les populations premières qui étaient là, donc, c'est-à-dire les Khoisan, les Pygmées ou les Paléo-Négrilles.
Donc ce premier chapitre, en fait, il est surtout pour commencer à poser sa thèse, Monsieur Lugan. Il veut nous dire que c'est pas une leçon de préhistoire qu'il fait ici, c'est une leçon de concept. Il veut montrer que les grands remplacements ne sont pas une invention moderne. C'est le moteur de l'histoire africaine depuis des millénaires. Les colonisations africaines ne datent pas de l'arrivée des Européens. Elles sont aussi vieilles que le Sahara lui-même. Ok ? Et donc, on repose la question, et si la colonisation européenne n'était qu'une parenthèse finalement dans cette longue séquence? Voilà, c'est ça l'idée de tout le livre. Alors, continuons avec les Berbères. C'est très intéressant, les Berbères. Alors, les Berbères, on les appelle les Imazigen, c'est-à-dire les hommes libres, en langue berbère. Est-ce qu'ils ont déjà été libres? C'est ça la question. Alors, pas vraiment depuis le 7e siècle. 7e siècle, vous savez ce qui s'est passé. Vous allez le voir tout de suite. Alors, les Berbères, c'est le socle de l'Afrique du Nord, vous le savez, du Nil jusqu'à l'Atlantique. C'est une unité très ancienne et elle a été brisée par la conquête arabe. Pour Lugan, il faut dresser un réquisitoire contre l'idée que l'islam serait une conversion spontanée. C'est bien ce qu'on nous dit depuis tellement de temps que les Berbères se sont soumis. C'est pas vrai du tout. Il a fallu un siècle pour soumettre les Berbères à l'islam et à la conquête arabe. Donc l'islam est vraiment utilisé comme une arme de conquête. C'est ce que dit un auteur comme Andon Lafontaine aussi dans son livre sur le grand secret de l'islam. Le poète Alfred de Vigny disait exactement la même chose. L'islamisme est le culte le plus immobile et le plus obstiné. Donc, ici, on est vraiment dans une posture coloniale. La conquête du 7e siècle a été foudroyante aussi en Égypte. Les Coptes ont accueilli les Arabes comme des libérateurs, mais au Maghreb, c'est une autre histoire, ça n'a rien à voir. Il a fallu donc plus d'un siècle, nous l'avons vu, pour soumettre la Berbérie. Et l'apport démographique arabe était insignifiant face à la masse berbère. Ils étaient énormes. Les Berbères étaient... Donc l'islam s'est imposé par la conquête, non pas par le nombre. La véritable colonisation arabe a eu lieu au XIe et XIIe siècle, avec les tribus hilaliennes. C'est des bédouins, en fait, qui ont été poussés par les Fatimides et qui ont déferlé sur le Maghreb. Ibn Khaldoun les décrit comme une nuée de sauterelles qui détruit tout sur son passage. Les cultivateurs berbères des plaines ont été totalement remplacés. Les berbères nomades ont fusionné avec eux par mariage et par alliance, souvent forcée. L'islam était le ciment, mais aussi le justificatif de la domination arabe. Qu'en fait, c'est vraiment c'est la même idée que nous retrouvons dans le grand secret de l'islam de Andon Lafontaine. L'islam est utilisé par les Arabes comme instrument de conquête. Au XVIIe siècle, ce phénomène s'est cristallisé en Mauritanie. Alors, les Arabes, Beni Hassan, ont soumis les Berbères et institué une hiérarchie coloniale. Donc, en haut, au sommet, on a les guerriers arabes, on a les Berbères tributaires qui sont en dessous, et on a les esclaves noirs qui sont à la base. Les Berbères, donc, sont devenus des dhimmis sur leur propre terre. Okay, ils sont privés du droit de porter les armes, et ils sont soumis à un tribut. Ils sont sous l'étrier, on va dire. Aujourd'hui, les idéologues arabo-islamiques affirment que l'arabisation des Berbères est définitive. C'est vraiment en Algérie, c'est un sujet tabou, d'ailleurs. Et les Kabyles qui veulent dénoncer cela sont mis en prison. C'est vraiment un vrai acharnement contre eux. Souvent, il faut dire aussi que les mouvements kabyles sont souvent soutenus par Israël. Donc, c'est très complexe. D'ailleurs, un ministre algérien a déclaré en 1962 que les Berbères sont une invention des Pères blancs. Les Pères blancs, c'était les missionnaires français. Et Mohamed Shafik écrivit aussi en 2004 que « Et si l'on décolonisait l'Afrique du Nord pour de bon ?» Ouais, c'est une jolie phrase parce que c'est sous-entendu, après avoir chassé les Français, il faut chasser les Arabes. C'est ça que ça voulait dire. Donc pour Lugan, en fait, l'islam a donc été et reste un instrument de domination coloniale. Alors, parlons maintenant de l'Afrique de l'Ouest et de tous les empires coloniaux enfin, tous les dégâts qui ont été commis, toutes les guerres, tous les ethnocides qui ont été commis à cet endroit. On les a tous oubliés, et pourtant ils ont laissé des plaies absolument ouvertes. L'Empire du Mali, fondé au XIIIe siècle par Soundiata, s'étendait de l'Atlantique jusqu'à la boucle du Niger.
Mais dès le XIVe siècle, il s'est décomposé. On a les Touaregs au nord, les Songhay à l'est, les Peuls à l'ouest, les royaumes côtiers au sud. L'empire a disparu comme un château de cartes et il était remplacé par les royaumes Bambara de Ségou et du Kaarta. Au XVIIIe siècle, les Baoulés, c'est un peuple Ashanti qui est venu du Ghana. Eux, ils ont fui les guerres civiles. Et leur chef, Abla Poku, aurait sacrifié son fils pour traverser le Comoé. D'où le nom Baoulé. Baoulé voulait dire l'enfant est mort. Donc ils ont colonisé l'est de la Côte d'Ivoire en chassant les Sénoufos et les Gourous. Oui, donc il y a des guerres qui sont absolument terribles entre des groupes ethniques, des tribus. Et c'est absolument violent, hein, je vous passe les chiffres. Et là vient Samori Touré par la suite. Alors ça, c'est un homme qui est né en Guinée vers 1830. C'est un Malinké et il se lance dans une vaste entreprise coloniale. Son armée, forte de dizaines de milliers de fantassins et de 3000 cavaliers, est équipée de fusils. C'est rare à l'époque. Et donc ça leur permet de faire de grosses victoires. En 1883, il se proclame Al-Mami. Il impose la charia, il convertit de force toutes les populations et il provoque un ethnocide massif. Samori va donc massacrer, déporter et vendre des peuples entiers, comme les Sénoufos encore, les Tagbana, les Diamala et bien d'autres. La colonisation française met fin à ses ravages en 1898. Et ce qui est fou, c'est qu'en fait, avec le recul, si vous voulez, on ne se projette pas dans ce que c'était à l'époque. Donc en fait, on va dire, si les Français arrivent et qu'ils se battent contre les troupes de Samori Touré, eh ben on va faire passer Samori Touré avec le recul pour une espèce de résistant à la colonisation française, mais pas du tout, alors que lui était lui-même un génocidaire en fait. Vous voyez ? Et en fait, ces anachronismes nous empêchent de comprendre totalement ce qu'était l'Afrique à ce moment-là. Au Gabon, on a les Pounous qui franchissent le Congo en 1574 et ils colonisent une partie du pays et ils réduisent en esclavage les Pygmées. Les Fang poursuivent cette colonisation au 19e siècle, et la colonisation française, encore une fois, met fin à tout cela. Mais ce qu'il y a de pire, c'est les djihad Peuls. Ça, c'est autre chose. Alors les Peuls, des pasteurs venus du Sahara, on l'avait vu dans le chapitre 1, au début, ils sont tolérés. Ils nouent des mariages, on l'avait vu, et puis ils s'emparent du pouvoir. Et à chaque étape, l'islam transforme une colonisation pastorale en conquête étatique. 3 grands djihads marquent le 19e siècle. Déjà en 1804, Ousmane Dan Fodio, un Peul du Gobir, se proclame émir des croyants. Il envahit le pays Haoussa, il conquiert Zaria et Kano et fonde l'empire de Sokoto. Ce n'est pas un réveil spirituel, insiste Lugan, c'est une prise de pouvoir colonial déguisée en guerre sainte. C'est toujours la même chose, hein. Vous allez voir. Deuxième djihad. En 1818, Sékou Amadou se rend à Sokoto et reçoit le titre de cheikh. Il déclare encore le djihad. Il colonise le Massina, il prend Djenné en 1819, fonde Amdallahi et s'empare de Tombouctou. À partir de 1852, El Hadj Omar, lui, il est né Fouta Toro. Il s'est converti à la confrérie Tidjaniya, Il attaque, lui, les Bambara. Il prend Nioro en 1856, il prend Ségou en 1861 et il prend Amdallahi en 1862. Il fonde l'empire tout couleur qui s'étend de l'est du Sénégal à Tombouctou. Il meurt en 1864 en combattant les Kunta. Bref, tout ça, c'était pour vous. C'est un peu fastidieux, mais c'était tous ces souvenirs de ces conquêtes, en fait, c'était pour vous informer. Parce que pour les Sénégalais, El Hadj Omar est un héros. Mais pour les Maliens, c'est un envahisseur qui a masqué ses visées impérialistes sous le couvert de l'islam. Lugan insiste. L'islam n'est pas la cause de ces guerres, c'est le vêtement religieux d'une conquête coloniale. En fait, donc vraiment, ce qu'il faut comprendre, c'est vraiment des tribus qui se font la guerre entre elles de manière pratiquement naturelle, intrinsèque. On dirait que la paix n'est pas... Et en fait, l'islam va servir d'alibi, c'est le mot parfait, d'alibi pour pouvoir aller conquérir. Voilà.
Les Dogons, eux, vous les connaissez, c'est ceux qui vivent sur les hauteurs, en fait, sur les falaises, ont été refoulés par les Peuls vers les falaises de Bandiagara au XVIIIe siècle. La colonisation française, en 1893, va leur permettre de redescendre. Et les Dogons, c'est très fort dans l'agriculture. Mais la cohabitation reste tendue. Depuis les années 2000, la démographie, le climat et l'islamisme attisent ce conflit. Les Dogons accusent les Peuls de soutenir les djihadistes et les massacres se multiplient. Au Nigeria, la colonisation Peul, interrompue par la colonisation britannique, a repris dans le middle belt, dans la ceinture mitoyenne, la ceinture du milieu. Ce n'est pas un conflit religieux, insiste Lugan. C'est la résurgence d'une colonisation africaine séculaire. Donc en fait, à partir du moment où les Anglais sont partis, eh bien on revient à ce qui était pré-colonisation anglaise. On pourrait croire que le temps a fait son œuvre, mais en fait, il n'en est rien. Les vieux démons ont fait florès. L'islam, ici encore, est l'instrument qui permet de perpétuer une domination coloniale. Et ça ne va pas s'arrêter puisque les pays européens partent de l'Afrique. Et donc, ça ne va pas s'arrêter, ça va être de pire en pire. Et les pays qui s'installent en Afrique, comme Israël ou comme la Chine, n'en ont cure. Alors, dans ce chapitre 4, j'ai réuni ce qu'on va dire les idées que l'on va appeler de prédation et d'esclavage. Alors, on a Rabat avec un H, c'est un esclavagiste soudanais, né en 1845, qui mène une colonisation itinérante dans la région du lac Tchad. Il entre au service du trafiquant Zuber Rama Mansour, puis prend son autonomie. En 1892, il s'empare de Bagirmi. En 1893, Kouka, la capitale de Bornou, et il installe lui-même sa propre capitale à Dikoa. Son armée est nombreuse et disciplinée. Les Français vont lancer 3 missions contre lui. Voulet Chanoine depuis le Soudan, Gentil depuis le Congo et Fouro Lami depuis Sahara. Le 22 avril 1900, le camp de Rabat est pris d'assaut. Rabat est tué, presque en même temps que le commandant Lami. Son fils Fadel Allah est capturé et tué en 1901. Sa disparition est accueillie dans la joie par les populations qui subissaient toutes ces exactions. Pas donné les détails. Après Rabat, on a les Louos et les Couchites. Alors au XIIe siècle, les Louos se divisent en 2 branches. On a au nord ceux qui colonisent la vallée du Nil Blanc et on a au sud les Founj qui fondent le royaume du Sénar au XVIe siècle. Eux, ils se convertissent encore une fois à l'islam et deviennent de grands acteurs du commerce de l'esclavage. L'islam va encore être une fois être l'instrument de leur domination. Ensuite, on a les Bachouésis. Ils colonisent la région des Grands Lacs au XIIIe et XIVe siècle. Ils sont renversés par les Louos. Au sud, on a les Ima et les Tutsis qui émergent. Et la colonisation du Rwanda par les Tutsis, c'est-à-dire le clan Nyiginya, eux, ils vont soumettre les Hutus et les Twa. Les Tutsis se présentent comme des êtres divins. Ils sont supérieurs, ils sont tombés du ciel. Ce mythe d'inégalité est accepté par les Hutus un tant soit peu, jusqu'à la guerre que vous connaissez. L'Éthiopie, elle, au XVIe siècle, subit l'invasion-colonisation des Oromo, qui vont prendre pratiquement un tiers du pays. Et on a Zanzibar. Alors Zanzibar, c'est vraiment un point très important, c'est le visage de l'islam esclavagiste. Au XIXe siècle, la colonisation zanzibarite, fondée sur l'ivoire et les esclaves, s'étend de l'océan Indien jusqu'au Congo. Lugan insiste, cette colonisation est arabo-musulmane. En fait, tout le monde le sait. L'islam est le cadre légitimateur de tout ça. Il y a eu beaucoup de livres qui ont été écrits sur le sujet avec les esclaves châtrés. Les Arabes remontent les pistes commerciales à partir de 1830. Ils fondent Tabora, puis après ils atteignent le lac Tanganyika en 1840 et le Bouganda en 1844. L'essor du commerce esclavagiste date du sultan Seyyid Saïd, qui introduit la culture du giroflier à Zanzibar. L'islam justifie la réduction en esclavage des Noirs. Ça, c'est clair. Les chiffres. Entre 1830 et 1873,
Environ entre 600 et 800 000 esclaves sont vendus sur le seul marché de Zanzibar. Environ 20 000 par an. Typotype, c'est un métis arabo-africain, devient le maître d'un empire esclavagiste dans le bassin du Congo, avec sa capitale Nyangwe. Pour Lugan, cet empire est une construction coloniale islamisée. Les Britanniques imposent le traité d'Amerton en 1845 et ferment le marché de Zanzibar en 1873. Mais la traite ne cesse qu'avec les campagnes anti-esclavagistes de l'État indépendant du Congo. L'empire zanzibarite s'effondre, les populations locales, libérées des razzias, accueillent favorablement la colonisation européenne. Parlons maintenant des autres colonisations et surtout les empires bantouphones. Eux là n'avaient rien à voir avec l'islam dans un premier temps. Donc entre le XVIe et le XVIIIe siècle, le sud de la République démocratique du Congo est colonisé par les Luba, les Lunda, les Kazembe. Le royaume de Luba s'étend de Kasai vers le lac Tanganyika. L'empire Lunda colonise le Congo et le sud jusqu'aux Zambèze. Le Kanzebe, lui, devient l'intermédiaire entre les Portugais du Mozambique et de l'Angola, pour le commerce de l'ivoire, le cuivre et même les esclaves. Ces colonisations laissent des séquelles durables. Parce qu'en 1958, les Luba, bien que minoritaires, l'emportent sur les Luluwa lors des élections communales au Kasaï. Et les Luluwa comprennent qu'ils vont passer d'une domination coloniale belge à une domination Luba. La guerre éclate tout de suite, en octobre 59. Après l'indépendance, la succession du Sud Kasaï est réprimée dans le sang. Donc en fait, les Européens arrivent, ils imposent des élections, leur connerie de démocratie. En fait, ça ne marche pas du tout dans ces endroits-là, on le sait bien. Et pour eux, c'est pire que tout. Plus près de Kinshasa, on a un autre conflit qui va naître entre les Téké et les Yaka. C'est les milices de Bondo, c'est des guerriers, on va dire drogués au chanvre, alcoolisés et armés de machettes. Ils entreprennent de chasser les Téké. Le conflit ensanglante régulièrement les provinces du Congo, du Kwilu et du Mai-Ndombe. L'Afrique australe a connu des colonisations massives. On a les Khoisan, on en avait parlé, sont remplacés par les Nguni et les Soto. Au début du 19e siècle, le Mfekan, le grand chambardement, éclate. Ouais, ça existait avant. Donc en fait, l'idée de grand remplacement existait déjà dans l'oralité africaine. On appelle ça le Mfekan, le grand chambardement. Les Zoulous, dirigés par Chaka, lancent une conquête brutale. Les tribus qui refusent de se soumettre sont massacrées. La peur provoque des déplacements en chaîne. Et donc, les Sotos se replient au Lesotho. Les Sotos se replient au Lesotho. Voilà, d'où le nom. Et Mzilikazi, fondent le royaume d'Ebele au Zimbabwe. Alors, un débat historiographique agite ce chapitre-là pour terminer. On a Julien Cobbing qui a contesté la réalité du Mfekan en y voyant une invention coloniale. Mais selon lui, les bouleversements étaient causés par les demandes d'esclaves pour le Brésil. Ok, donc c'était pas, c'est ce que dit Lugan. Donc Julian Cobbing dit qu'en fait, il n'y a pas eu de grand remplacement. C'est parce qu'en fait, c'est encore la faute des Blancs, c'est parce qu'il y a eu c'est parce qu'on a fait venir des esclaves jusqu'au Brésil. Mais cette thèse est réfutée parce que le commerce portugais à Delagoa Bay a débuté après la fin de la traite atlantique. Donc ça ne correspond pas au niveau des dates. Parlons maintenant de quelque chose qui est vraiment très intéressant. Je le savais, mais je connaissais pas les détails. C'est le Libéria et la Sierra Leone. En fait, c'est deux pays qui vont naître à partir d'anciens esclaves. Okay, l'abolition de la traite va donc inspirer les philanthropes humanistes, on va dire, pléonasme, principalement anglo-saxons, à organiser le retour des esclaves en Afrique. Leurs motivations sont religieuses et humanitaires. Un peu raciales aussi, un peu raciales. Alors en Sierra Leone, on a Grenville Sharp qui fonde Freetown en 1787. Donc la colonie reçoit des Noirs qui sont restés fidèles aux Anglais. Il reçoit aussi des esclaves révoltés de Jamaïque et aussi des captifs libérés en mer par la Royal Navy. On a des missionnaires qui vont aller sur place, qui vont les éduquer.
Mais les anciens esclaves refusent de se mêler aux autochtones et se constituent en caste fermée, les criots. C'est-à-dire qu'on a des Noirs qui vont arriver sur un territoire de Noirs et ils vont, de manière volontaire, ne pas vouloir se mêler avec ces Noirs. Ils vont se séparer totalement dans un racisme le plus pur. Le plus pur. Ils vont faire leur propre ghetto. C'est jouissif 100%. Vraiment. Au Liberia, même chose. L'American Colonization Society achète un territoire en 1821. Vous connaissez peut-être l'histoire. Des affranchis américains s'y installent. Ils sont très minoritaires. Donc ces américano-libériens, puisque le territoire va s'appeler le Liberia, liberté, ça vient de là, se considèrent comme une élite. Ils viennent d'Amérique. Donc les gars, ils arrivent et ils se sont dit, non, on est meilleurs que vous. On est meilleurs que vous, les Noirs qui êtes ici, alors qu'ils ont la même couleur de peau. Donc ils réduisent les autochtones qui étaient là au travail forcé. Ils connaissaient même pas. Ils sont arrivés, bam, vous allez travailler pour nous. Nous, on est meilleurs, on vient d'Amérique. En 1931, la Société des Nations dénonce ces pratiques. Donc même la Société des Nations est choquée. Le Liberia reste une société d'apartheid jusque dans les années 1980. En 1980, Samuel Doe renverse le régime et il exécute ses dirigeants. Oui, il n'y a pas de pitié dans ces endroits-là. Mais il instaure une autre domination, la domination crâne, provoquant une rébellion menée par Charles Taylor en 1989. Et la guerre civile est marquée par des atrocités absolument extrêmes. Samuel Doe est assassiné en direct, il est mutilé, il est dépecé. Voilà. Et enfin, on a les Herero et Damara. Alors ça, c'est une sorte de colonisation inversée. C'est assez incroyable. En Namibie, ça a longtemps été un territoire allemand jusqu'à ce qui a été signé à Retonde. Là, c'est revenu après aux Anglais, une partie aux Français, à la suite de la Première Guerre mondiale. L'armistice, c'est ça le mot que je cherchais, de la Première Guerre mondiale. En Namibie, donc, la guerre entre Allemands et Herero de 1904-1905 a des causes singulières. En fait, le catalyseur, c'est la volonté humanitaire des Allemands de soustraire les Damara à l'esclavage dans lequel les Herero les maintiennent. Donc les Allemands, ils arrivent, ils disent non, mais vous pouvez pas soumettre les Damara, on fait pas ça, on fait pas l'esclavage comme vous le faites parce que ce sont des Damara. Les Herero qui sont arrivés de Zambie, au XVIe siècle, ont soumis les Damara et les utilisent comme une main-d'œuvre servile, comme des esclaves. Les missionnaires protestants obtiennent que les Damara soient déclarés libres. Cette mesure est vécue par les Herero comme une catastrophe. Ils perdent leur force, ils perdent leur richesse, ils perdent leur travail, ils perdent leur prestige, ils perdent leur supériorité, ils perdent tout. Les chefs Herero se révoltent en 1904. Les Damara, une fois libérés, s'engagent aux côtés des Allemands contre les anciens maîtres. La rébellion Herero est écrasée, la répression tourne au génocide avec environ 70 000 victimes. Voilà. Allons au-delà du livre. Chers amis, alors, en fait, j'ai trouvé, en lisant ce livre, j'ai réussi à faire des liens avec l'islam, encore une fois, comme dans la chronique précédente. Et selon 3 axes conceptuels que je vais vous détailler. Ce que Lugan, lui, voulait nous faire entendre, c'est que la colonisation européenne n'a pas été l'événement fondateur, mais un accident de parcours. L'Afrique, avant les Européens, était déjà un continent de colonisation. Violente, extrêmement violente. La colonisation européenne, elle est venue interrompre ce processus, nous l'avons vu au Nigeria, sans l'annuler, et parfois il reprend, comme nous l'avons dit au Nigeria. Elle n'a pas arraché les racines, elle a seulement gelé la terre, si vous voulez. Et en fait, quand le dégel est venu, les mêmes plantes, si je puis dire, ont repoussé aux mêmes endroits. Chateaubriand avait pressenti d'ailleurs ce mouvement inéluctable, il disait « Les empires ne tombent que par l'excès de leur poids ». Les empires coloniaux africains, comme les empires européens, ont fini par s'effondrer sous leur propre masse. Mais le vide qu'ils ont laissé n'a pas été un recommencement, ce fut une reprise. Alors aujourd'hui, ces équilibres figés, on l'a vu au Nigeria donc, mais ailleurs aussi, déchirent dans des conflits qui ne sont ni ethniques ni religieux au sens où on l'entend, mais des résurgences de cycles coloniaux interrompus. Et dans ces résurgences, l'islam joue un rôle prépondérant. Celui d'un instrument de conquête,
et de domination. Ne nous y trompons pas, ces vieilles lunes ne sont pas derrière nous. Elles sont revenues bouter hors de chez elles les certitudes de la bien-pensance qu'on nous enseigne à l'école. Alors, premier concept que j'ai remarqué, c'est l'islam comme syncrétisme et construction idéologique. Alors, l'islam ne naît pas dans une Arabie ignorante. Il puise dans le judaïsme, le christianisme, le sabéisme et le paganisme arabe. Il s'approprie les écritures anciennes, nous l'avons vu dans certaines chroniques. Il les réinterprète et se présente comme le rétablissement d'une vérité pervertie. C'est ça la doctrine de l'islam, on va dire. Ce syncrétisme permet donc à l'islam de s'imposer comme le couronnement des révélations précédentes. Donc, il y avait eu des révélations, mais elles ont été mal faites, et donc nous, on arrive et on revient avec une sorte de pureté. Chez Lugan, ce mécanisme est constant. On voit que cette idée-là que j'avais déjà remarquée, elle est vraiment présente aussi chez Lugan. La conquête du Maghreb, du Sahel ou de l'Afrique orientale est toujours justifiée par la nécessité de rétablir l'islam. Toujours l'idée de rétablir l'islam. La dhimitude n'est pas une tolérance, comme on veut nous le dire. C'est une mise en servitude théologiquement justifiée. Donc le dhimmi, c'est justifié par l'islam et donc c'est bien. L'islamisme contemporain reprend ce même discours de restauration de l'islam pour légitimer une conquête qui reconduit les dynamiques coloniales anciennes. Le deuxième concept que j'ai remarqué, c'est la conquête comme devoir religieux. Ça s'appelle la jahiliya. Elle sert de repoussoir pour légitimer l'imposition d'un ordre nouveau. Mahomet unifie les tribus arabes en transformant la guerre en devoir religieux. La promesse du paradis est le moteur spirituel. C'est vraiment cette idée. Ce schéma est exactement celui qu'on voit dans le livre. Par exemple, chez les Hilaliens, chez les Peuls du djihad, chez les Founj ou chez les sultans zanzibarites. Un chef, par exemple, charismatique, rassemble des clans en une machine de guerre, où la foi et le butin sont absolument indissociables. La foi et le butin sont indissociables. La colonisation européenne a interrompu ces machines, ces machineries même, on va dire, mais elle ne les a pas dissoutes. En fait, elles reprennent maintenant. En traçant des frontières artificielles, elle a privé ces dynamiques d'une sorte d'exutoire territorial, mais ce n'est plus le cas. Et le troisième concept que j'ai remarqué, c'est la fermeture doctrinale comme outil de contrôle. Alors on a dans l'islam, c'est une espèce d'interdiction de discuter ou d'examiner la doctrine, histoire d'empêcher toute contestation, vous le savez. C'est une fermeture qui renforce l'autorité du conquérant. C'est ça, c'est la vérité, nous sommes fermés, c'est fini. Le discours de restauration sert d'alibi impérial, l'islam ne conquiert pas, il rétablit une vérité pervertie, c'est ce qu'il dit. Cette fermeture doctrinale est la clé de la hiérarchie coloniale islamique. Les Berbères sont devenus des dhimmis. Les païens du Sahel sont réduits en esclavage. Les populations de l'Afrique orientale sont rasiées. L'islam ne discute pas sa domination, il l'impose. Ce verrouillage a survécu à la colonisation européenne. Les groupes islamistes imposent leurs lois par la terreur sans tolérer de contestation. Les frontières héritées de la colonisation européenne, celles qui avaient enfermé dans un même espace des peuples qui furent ennemis, colonisateurs et colonisés, ça rend ces conflits encore plus intenses aujourd'hui. Excusez-moi de rappeler le Nigeria qui a des catholiques, des protestants et des musulmans, un tiers. Donc, elles n'ont pas supprimé les lignes de fracture, ces frontières créées par les Européens. Au contraire, elles les ont figées. Et le dégel qui a déjà commencé, quand il sera total, ne sera pas un retour à l'harmonie, parce qu'il n'y avait pas d'harmonie avant les Européens, mais une reprise de l'histoire là où elle s'était arrêtée. Et dans cette reprise, l'islam, loin de donner le change sur ses ambitions, va réaffirmer sans phare, sans embâge, son rôle d'instrument de conquête et de domination.
Que jamais ne sorte de France la gloire qui s'y est arrêtée, chers amis. Chevalier modestes quadis, quam Deo avus fac sacramur, des purs et